dis sincèrement. Mais c'est la force d'Amel qui attire. Oui, c'est toujours motard initiative. Non, non, non. Ce que vous faites, moi je pense, hein, du moins, moi je pense qu'on ne peut pas le faire si on n'a pas une passion. C'est clair. Donc, vous venez du Japon, vous étudiez le français, vous découvrez la culture maghrébine, d'accord, c'est bon, c'est une curiosité, c'est excellent. Mais aller jusqu'à faire des efforts, moi j'ai dit, hein, les difficultés que vous avez rencontrées pour traduire, c'était pratiquement, tel que vous les décrivez, c'était presque impossible à faire et vous l'avez fait, ça a pris le temps que ça a pris, vous l'avez réalisé. Ensuite, vous créez un groupe comme ça, de manière spontanée, un groupe avec vos collègues pour mettre un groupe qui est chargé de la culture maghrébine. C'est quand même, là, ça mérite d'être salué, c'est clair. C'est pour ça que je dis, je suis impressionné. Moi, je suis impressionné. Oui, merci. Et personnellement, après la traduction, j'ai découvert que traduire, c'est la meilleure façon de lire un écrivain, une écrivaine. Voilà. Et ce que j'aime dans ce livre, le titre, lire H.L. Gebhard avec un point d'exclamation. Ça, c'est impératif, c'est un ordre. C'est un ordre. Incroyable dans le domaine des recherches académiques universitaires, mais ce point d'exclamation, c'est une partie de privé, partie privée et émotionnelle de chaque lecteur, chaque auteur. Et Amel nous a demandé d'écrire pas biographie, mais géobiographie. Et donc, en écrivant ma géobiographie, comment dire, j'écris ma propre histoire. Voilà. En usant H.L. Gebhard, j'ai pris une partie de propre histoire. Mais excusez-moi, on dit également que traduire, c'est trahir un peu. Il y a toujours une perte de sens. Comment vous avez fait pour restituer la pensée de Assia Gebhard, sachant que l'écriture de Assia Gebhard, quand même, elle est un peu, elle est d'une qualité, si je peux dire ça, d'une qualité linguistique assez élevée. Comment vous avez pu le faire sans trahir le sens ou l'intention de l'auteur? Pardon, entre parenthèses, j'aimerais apporter un témoignage, c'est tout, et elle le dit. Elle dit, c'est pour ça qu'elle a parlé de difficulté, elle dit que j'avais peur de trahir. Donc c'est pour ça qu'elle a eu énormément de difficultés, ça a pris beaucoup de temps, c'est pour éviter de trahir. Allez-y. Je ne me souviens pas correctement, mais parce que ma traduction, mon écriture devient les paroles d'H.L. Gebhard en japonais, et donc c'est moi qui décide. Il y a toujours, il n'y a qu'un texte original, mais il y a des mille façons de traduire. Donc, je pars sur ce point-là. Vous avez raison, traduire, c'est toujours trahir. Il y a toujours quelque chose qui se perd. Oui. Parce qu'on n'a pas dans la langue maternelle. Je ne saurais pas expliquer de toute façon. Donc, comment vous avez fait pour la traduire? Est-ce que vous êtes basé sur le linguistique, sur l'émotionnel, sur... C'est difficile de dire un mot. Ou alors vous êtes imprégné de l'histoire et vous l'avez traduite à votre façon. Oui. Ma façon, mais c'est ma lecture. C'est à travers ma lecture qui fait naître des textes traduits, des textes traduits. Donc vous voyez que, mais moi je retiens une chose, hein, surtout pour ce qui concerne notre ami Kyoko, c'est que
vous avez raison, hein. Traduire, c'est trahir un peu. Je préfère être trahi un peu et traduit en japonais. Oui. Moi, c'est mon point de vue. Hein, donc, mais je préfère être trahi un peu et traduit. Parce que, quand même, ça porte. Ça porte. Ça porte pourquoi? Pourquoi? Pour amener cette contradiction quand on a une femme, une dimension d'assiette qui lutte, qui a un problème avec son propre pays. C'est la bourgeoise formée à l'école française qui a été francophone, francophile, etc. Et puis qui ne connaît pas la réalité de terrain, ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu ça, c'est en quelque sorte une revanche sur l'histoire elle-même. Moi j'allais dire, peut-être qu'un jour Asia Djebar ferait un roman dont le titre serait L'incomprise. Peut-être. Ce serait magnifique de faire L'incomprise. Parce qu'en réalité, c'est cela. Si je vous ai fait tout à l'heure l'analogie par rapport à la pièce de théâtre, c'est un petit peu le même sens. On veut lire ce qu'on veut bien entendre. C'est tout, c'est clair. Dès qu'on franchit une certaine étape de trucs tabous, il y a la réaction immédiate. Peut-être le premier. Pourquoi? Parce que le point commun, c'est Asia Djebar. Je voudrais dire que la question de la transmission que traverse cette œuvre me touche particulièrement et maintenant m'habite essentiellement, peut-être aussi depuis que, surtout parce que je suis mère et que j'ai ce devoir de transmission et j'ai pris conscience du vide de la transmission, du vide impressionnant. Et donc, lorsque j'ai découvert Asia Djebar, pour moi, ça a été un moment de grande désarroi et de colère parce que je me suis dit comment ça se fait, on ne m'avait pas enseigné alors que j'avais fait ma scolarité qui était très bonne en Algérie et pourtant il me manquait quand même 7 écrivains dans mon parcours d'élèves et d'étudiants. Donc c'est elle, comme je disais tout à l'heure, qui m'a réconciliée avec l'histoire et lorsque je me suis mise à lire le premier livre d'histoire sur Abd el-Qader, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, ce premier livre de Bruno Etienne me fait découvrir entre deux lignes l'existence, donc d'abord la reddition de Abd el-Qader, chose que je n'avais pas étudiée à l'école, mais c'est surtout son emprisonnement en France pendant 5 années, ce que l'histoire officielle ne dit pas. Mais davantage, il a été emprisonné avec des femmes et des enfants. Et certains d'entre eux sont morts et enterrés en France. Alors cette révélation-là entre deux lignes, parce que comme la plupart des chercheurs, des historiens se focalisent sur la personnalité emblématique de Abd el-Qader, donc on oublie tout ce qui l'entoure. Et bien ce qui l'entourait, il y avait sa femme, ses épouses, ses enfants. Il y avait ses belles-mères, il y avait aussi les domestiques, il y avait les dialiettes, les traduites, peut-être c'est pas la bonne traduction, les concubines. Donc il y avait quand même une suite importante et cette suite est restée dans le langage du discours français. On dit aujourd'hui, quand on arrive en groupe, on dit il est venu avec toute sa smala. Et ce terme-là qui est resté collé au langage français encore aujourd'hui contemporain, je ne suis pas persuadée qu'il remonte à cette période parce qu'il n'était pas attendu en France, il arrive avec une centaine de personnes et voilà, donc le hasard a fait que je rencontre cette histoire et je me rends compte qu'il n'y a pas d'écrit sur ce sujet-là, donc je me retrouve du jour au lendemain aux archives parce que j'avais le besoin de comprendre, non pas le besoin de chercher, mais le besoin de comprendre. Et le silence des écrits m'a obligée à aller